suis assistant social de formation. J'ai travaillé dans différents secteurs du social, notamment l'aide à la jeunesse pendant une dizaine d'années, ensuite dans le décrochage scolaire sur la Louvière, et puis j'ai travaillé dans d'autres secteurs type CPAS et santé mentale, mutuelle, et actuellement je travaille en santé mentale. Le burn-out est un concept qui était qui était assez éloigné de mes préoccupations au départ. Et je me suis rendu compte dans mon parcours professionnel que je pouvais en être victime. J'ai rencontré des personnes, et notamment un collègue proche, qui a été victime d'un burn-out assez sévère. Et je me suis rendu compte à quel point ce concept pouvait perturber la vie de quelqu'un. J'ai rencontré une personne qui professionnellement était extrêmement motivée, qui a mis énormément de choses en place pour le public dont il s'occupait, qui était très professionnel dans sa façon de faire, dans la construction de son projet professionnel, et qui s'est battu contre des moulins à vent qui étaient surtout institutionnels à l'époque. La mise en place de projets, de concepts, de méthodologies qui étaient très pertinentes, de partenariats avec l'extérieur et qui systématiquement étaient dévalorisés, détruits par l'institution, par le rapport à la violence institutionnelle dans laquelle nous nous trouvions. Pas de retour au niveau hiérarchique, pas de soutien au niveau hiérarchique, ce qui est très important malgré tout dans la vie professionnelle. Une reconnaissance évidente au niveau extérieur, partenarial, mais absolument pas au niveau interne, ce qui use et ce qui peut détruire quelqu'un effectivement dans son parcours professionnel. Oui, il y a eu des signes avant-coureurs. Tout d'abord au niveau du travail, mais la personne perd de sa motivation, perd de son envie, doit passer plus de temps à se battre contre des moulins à vent, plutôt que de se concentrer sur un travail productif qui va servir la communauté, parce que c'est clairement un travail qui servait la communauté. Et les répercussions étaient bien pires que professionnelles. C'était des répercussions personnelles, familiales, sociales et physiques, surtout physiques marquantes, très marquantes. J'avais mon collègue qui était particulièrement bien dans sa peau, qui avait plein de projets, qui était souriant, qui était enjoué et qui s'est retrouvé en quelques mois dans un état professionnel presque végétatif, dans une situation familiale compliquée, qui n'arrivait plus à gérer qui n'arrivait plus à gérer l'ensemble de sa vie, voilà, qui s'est retrouvé, qui a toujours accordé énormément d'importance à son bien-être et qui là n'avait plus la moindre parcelle de bien-être, qui s'est amaigri, qui est devenu pâle, qui est sans vie, sans ressort. Voilà. C'était une personne pleine de dynamisme qui s'est retrouvée en quelques mois à l'état végétatif. Cette bataille perpétuelle contre l'institution, contre des personnes, une hiérarchie qui ne reconnaissait pas ce qui était mis en place, contre des institutions qui ne permettaient pas de reconnaître le bien fondé de ce qu'ils mettaient en place. Donc oui, il y a eu des signes avant-coureurs, il y a eu des relations conflictuelles avec certains collègues, des relations conflictuelles avec l'institution, on en revient toujours à l'institution. Et cette pression maximale qui est complètement en désaccord entre le discours qui est tenu et ce qu'on attend de mettre en place. L'institution demande de mettre ceci, cela en place. Une fois que le projet est établi, elle demande autre chose et ne regarde plus ce qui a été fait par rapport à la première demande. Et c'est continuellement comme ça. C'est continuellement, ça répète. On peut essayer de se mettre en accord avec ce que l'institution demande, ça ne suffit pas. Il y aura toujours quelque chose qui viendra après. Bien sûr, de violence institutionnelle, clairement, de maltraitance,
de harcèlement. On peut aller jusqu'au terme de harcèlement parce que, en tout cas, la personne le vit comme telle. Et à partir du moment où on ressent quelque chose comme étant harcelant, je pense qu'on peut parler de harcèlement. Oui. Dans mon cas particulier, je vais dire que j'ai réagi en deux phases. Premièrement, j'ai dû subir en tant que collègue direct le burn-out de mon collègue, le fait que les absences liées à cette fatigue constante, la non-présence physique de mon collègue nous bloquait dans des projets, dans l'avancement. Le fait de voir que les combats étaient menés à deux et puis seul et puis plus, le découragement est venu et m'a complètement envahi aussi. J'ai pu me rendre compte que sur beaucoup d'aspects, effectivement, mon collègue, je le rejoignais dans ce qu'il disait, mais toujours avec cette difficulté du lien au réel et au vécu. Un travail, on en a besoin. À partir du moment où, dans une société aussi concurrentielle que la nôtre, quand on a un travail, on ne le lâche pas. On fait ce qu'on peut pour essayer de conserver son travail, et parfois on va trop loin dans ce qu'on fait pour le conserver à son corps défendant. Voilà, on se mine pour une demande qui vient de l'extérieur, qui est cette pression, cette nécessité de devoir travailler. Tout simplement, de pouvoir faire vivre sa famille. Donc on accepte énormément de choses jusqu'au point où on atteint le point de non-retour. On craque. Dans un second temps, ça a été le soutien. D'abord la compréhension et le soutien par rapport à ce collègue qui effectivement est devenu un ami, parce que le vécu du burn-out a fait qu'on a pu avoir des échanges extrêmement riches sur le vécu de l'un et de l'autre, parce que moi aussi j'ai vécu des moments d'épuisement professionnel comme je l'ai dit. On a pu échanger énormément, on a pu apprendre à se connaître plus profondément et à sans doute remarquer ce qui chez l'autre pouvait être facteur de résilience, ce qui pouvait être une aide, un soutien. Et le problème quand on est dans cette situation, c'est qu'on voit bien souvent plus clair que la personne qui subit et qui vit ce burn-out. Elle est enfermée dans ce schéma et elle est très difficile, et je pense elle ne peut pas s'en sortir seule parce que les facteurs sont trop complexes, sont trop difficiles à accepter pour la personne qui le vit. On a besoin d'une aide extérieure. Maintenant, cette aide peut être de plein de sortes différentes. Moi, il se fait que mon ami, mon collègue, voilà, je le dis, c'est un ami, donc on a pu avoir une relation et ce que j'ai pu travailler avec lui a été considéré par lui comme étant des conseils peut-être bienveillants, ce qui n'est sans doute pas le cas de toutes les personnes qui vivent ces situations. Quand on a des conseils, quand on vit un burn-out, on va chercher l'aide où? Dans le milieu médical, dans le milieu social, dans le paramédical ou dans d'autres sphères, mais ce sont malgré tout toujours des professionnels à qui on s'adresse et à qui on doit parler en tant que personne. Et on doit sortir son personnel à des professionnels, c'est pas toujours évident. L'avantage que j'ai eu dans cette situation, c'est de pouvoir mêler mon expérience professionnelle avec cette relation d'amitié. Et sans doute que mes conseils ont été plus percutants parce qu'il y avait cette relation. De s'en sortir, de partir, d'arrêter de se battre, comme je l'ai dit, constamment pour rien, et de changer de cap. C'est quelque chose qui a été très difficile à envisager au départ, parce que mon ami était persuadé qu'il avait raison dans ce qu'il faisait, et je reste persuadé qu'il avait raison, mais il n'était pas entendu. Donc à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de possibilité qu'il se fasse entendre. Donc à partir de ce moment-là, ou bien on s'effondre, ou bien on change. Voilà. Lui a travaillé cette idée, a exploré plein de chemins, plein de directions, s'est renseigné, a lu, a été consulter des personnes, on a parlé chez lui, parce que voilà, c'est un ensemble. Je veux dire, sa situation de burn-out,
il n'était pas seul à la vivre, c'est tout l'entourage qui vivait son burn-out. Que ce soit sa famille, que ce soit ses amis, que ce soit ses relations en général, qui se sont étiolées de par son attitude, de par le fait qu'il n'était plus en état de pouvoir continuer une relation humaine normale sans être constamment dans ce schéma de travail et de dépression. Il avait vraiment tout un aspect, toute sa vie devait être quelque part pour lui remise en question, mais pas l'essentiel évidemment, mais c'est là où c'est grave, c'est que le travail amène une personne à repenser l'intégralité de sa vie pour quelque chose qui n'est en fait qu'un aspect temporaire, un travail. Les choses ont été prises en compte par l'institution, mais je dirais qu'elles ont été prises en compte sur un aspect purement législatif. Le règlement du travail impose que la médecine du travail soit saisie, que des enquêtes psychosociales soient effectuées dans le cadre du travail, et ça a été fait. Maintenant, la réponse de cette médecine du travail, qui est elle-même confrontée à l'institution, n'est pas opérante sur le terrain, effectivement. Là, on peut reconnaître la situation de la personne, ça ne va pas l'aider à réintégrer son travail dans des conditions qui soient favorables. Je ne peux pas expliquer pourquoi, ce sont des médecins, des psychologues, des experts qui se prononcent sur le sujet, qui vont discuter avec les institutions, mettre des choses en place. Pourquoi sur le terrain ça ne porte pas ses fruits, ça, je ne sais pas. J'étais complètement fatigué aussi de ce qui se passait, la non-reconnaissance. C'est un cheminement qui nous amène tout doucement vers le bas. Donc on part d'une motivation très élevée, on arrive à mettre des choses en place, à créer un travail dans lequel on se sent bien. Et par la force de l'institution, la violence institutionnelle, là où on veut arriver, on ne peut pas y arriver. On ne peut jamais y arriver parce qu'il y aura toujours un frein. Que ce soit un frein politique, un frein hiérarchique, un frein personnel, parce qu'effectivement les conflits de personnes sont présents aussi dans ce cadre-là. On en arrive à s'éteindre, tout doucement dans le travail, à s'éteindre. Et retrouver une motivation dans ce contexte, dans le même contexte, est quasi impossible. Je suis parti, j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé de quitter mon emploi, de quitter la structure dans laquelle j'étais pour une autre. Ça n'a pas été nécessairement plus payant parce que mon choix a été motivé par des raisons que je viens d'expliquer. J'étais content de partir, de m'enfuir pour un autre travail. Ce travail ne m'a pas plu, mais m'a permis à ce moment-là de me rendre compte qu'il fallait que je change de cap. J'ai eu la possibilité de le faire, j'ai eu le soutien nécessaire au moment nécessaire, et j'ai pu à ce moment-là prendre la décision de ne plus me mettre en danger pour le travail. Finalement, l'expérience de ton collègue t'a apporté beaucoup de choses. Énormément. T'a apporté des signaux d'alarme. Bien sûr, bien sûr. Je n'aurais pas voulu me retrouver dans cette situation. Je suis un professionnel du travail social. Je sais que mon collègue était quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement instruit dans le domaine et a quand même été submergé par ce qui s'est passé. Je me suis dit, ben non, moi ça ne peut pas m'arriver. Et j'ai eu cette chance d'avoir les signaux avant de complètement m'effondrer. Je pense que ça peut arriver à tout travailleur qui s'investit énormément dans ce qu'il fait, qui prend à cœur de mettre en place ce qu'on lui demande de faire pour son employeur et pour les gens dont il s'occupe. Évidemment, ici je parle du point de vue du travail social, du travail avec l'humain,
Je ne suis pas dans un cadre de travail commercial, dans une entreprise privée qui doit avoir un rendement financier. Ici, on parle de travail avec l'humain. Je n'ai pas... je pense que dans notre secteur, la personne motivée qui se bat pour apporter un plus peut être effectivement régulièrement sujette à ce genre de couac. Il a eu un long cheminement, il y a eu une grande période de doute, une période d'abattement qui a été douloureuse pour lui, pour son environnement en général. Et malgré tout, une grande force qui a toujours été présente, qui lui a certainement permis de rebondir, une force personnelle, une force de résilience, sans doute due à sa formation, cette accroche aussi, ce jusqu'au-boutisme qui le caractérise, cette envie de toujours vouloir aller plus loin, de faire mieux et plus. Et pour une fois, pas uniquement pour les autres. Cette fois-ci, il a dû concentrer cette énergie sur lui, ce qui n'a pas été simple. Et c'est là où justement le réseau, les autres, les amis, la famille aident et peuvent permettre de se retrouver. Voilà, il était perdu. Il s'était perdu, lui. Il n'était plus en accord avec ce qu'il était, ce qu'il voulait être, ce qu'il avait mis en place pour devenir. Et là, il a réussi à trouver effectivement par plein de facteurs différents. Il a pu aller chercher ce qu'il fallait où il le fallait et surmonter cette phase de dépression et la mettre en plus, remettre cette énergie retrouvée au service de l'autre, ce qui a toujours été son core business. Et ça a pris plus ou moins combien de temps cette remontée? La remontée était extrêmement rapide. La descente était très longue, très pénible. Mais je ne sais pas si je peux parler de déclic, mais il y a eu un moment où il s'est rendu compte que les atouts, les armes, les éléments, la famille, l'entourage, il avait tout autour de lui, il ne fallait plus qu'il les mette en musique. Et de dire de les mettre en musique, ça l'a certainement aidé aussi. Mais voilà, il a réussi à remettre tout ça en musique, encore une fois pas seul. Je pense qu'il a eu de l'aide, du soutien de sa famille et de son environnement. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont accélérées à la vitesse de l'esprit. Il est sorti de cette léthargie pour se remettre en projet, vraiment. Et là, tout s'est accéléré. Un choix personnel à un moment donné, mais avec les éléments nécessaires autour que pour pouvoir le prendre. C'est du dialogue, c'est du dialogue en famille. C'est un choix à prendre en famille, parce qu'il y a toujours cette question de il faut bien travailler pour faire vivre sa famille. Mais à partir du moment où le travail prend une place qui n'est pas la sienne et envahit l'ensemble de ma vie, au moment où le travail a envahi l'ensemble de ma vie, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me rends compte que là, ça ne va pas, c'est pas possible. Je ne suis pas quelqu'un qui ramène le travail chez lui, je ne suis pas quelqu'un qui part en vacances avec son travail, et là, je le faisais. Et donc, je me suis dit, il faut stopper ça. Mon épouse m'a dit, il faut stopper ça. Mes amis m'ont dit, il faut stopper ça. On ne te reconnaît plus. Et donc, j'ai eu la possibilité de pouvoir prendre une décision très rapidement. Voilà, ça c'est mon histoire. Je l'ai prise, cette décision, et je me suis réorienté. Je me suis renseigné, j'ai eu une excellente opportunité par le Forum de suivre un coaching professionnel, comme on appelle ça, avec une personne magnifique, qui m'a recentré, qui m'a redonné espoir, courage, qui a remis sur
remis au quotidien ce que l'institution m'avait enlevé, mes compétences, ce que j'étais. Voilà. Une masse de travail qui était tout à fait en désaccord avec mes principes personnels de travail social. C'était le fait de m'occuper de personnes sans pouvoir leur apporter l'aide que j'aurais souhaité, mais juste en gérant des aspects, des situations ponctuelles, souvent liées à des aspects financiers. Je ne vais pas faire de photos, c'était le CPS. Je ne me suis pas reconnu du tout dans cette fonction de travailleur social. Ça n'enlève rien à ceux qui le font, ils ont un courage extraordinaire de le faire au quotidien. Moi, je n'étais pas prêt à le faire, je n'étais pas armé pour le faire. Et donc j'ai décidé de m'en sortir, c'était plus possible. Je stressais pour les usagers, mais pas à cause d'eux, mais à cause de la pression que l'institution mettait en termes de rendement pour les usagers. Quand on a un travail de réflexion, quand on a un travail de prospection par rapport à l'idée qu'on a du travail social, ça peut être porteur. Mais pour que ce soit porteur, il faut qu'on soit porté. Il faut qu'on ait le soutien. Le soutien vient de où? Je vais être redondant, de l'institution ou de la hiérarchie. À partir du moment où on ne l'a pas, on va continuer dans un processus de prospection, de projection complètement vaine. Et là, on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise. Et on essaye, on passe son temps à justifier ce qu'on veut faire et plus à faire ce qu'on a mis en place. Et là, effectivement, on arrive à un point de non-retour, c'est pas possible. Quand on a un tel investissement dans son travail, un investissement personnel, on veut avancer, on veut que ça porte ses fruits. Mais à partir du moment où chaque chose qui est mise en place est dénigrée, est retardé, n'est pas appuyé, ben effectivement, l'épuisement guette. Et puis l'épuisement, il arrive, et puis à un moment, on est fort, on tient, et puis un jour, on craque. Et c'est ce qui s'est passé pour mon collègue. Il s'est battu, battu. Et la bataille était même dans la bataille se jouait même dans la maladie. En étant en maladie, il fallait encore devoir se justifier auprès de l'institution, du milieu médical, du milieu mutualiste. Il fallait tout le temps se justifier sur pourquoi j'ai craqué, si on le savait. Eux le savent, mais il faut quand même le répéter. Et ça épuise, de plus en plus. C'est de l'apathie, de l'amaigrissement, de la colère, de la redondance, le fait que la personne ne sorte jamais de ce qu'il est, de l'état dans lequel il est, qui est omnibulé continuellement, 24 heures sur 24, par ce qui a créé ce burn-out, par l'état de burn-out. Il ne parle plus que de ça, il n'y a plus d'autres centres d'intérêt, il n'y a plus rien qui compte, c'est mon travail, c'est l'institution, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que je me batte, il faut que je fasse reconnaître, il faut que... continuellement. Et comme il n'y a pas de reconnaissance de l'autre côté, mais c'est un épuisement total, constant, et qui va complètement... qui va dans le fond. On ne peut pas faire autre chose que de toucher le fond dans ces conditions-là. Voilà, je n'aurais pas pu imaginer cette personne se retrouver dans un état physique et psychologique aussi grave, mais je l'ai vécu. Donc oui, les gens peuvent devenir comme ça à cause d'un burn-out. Mais je pense aussi que le fait d'avoir mis ce mot sur la situation lui a permis de commencer un travail. C'était le tout début du travail. Maintenant, effectivement, je pense qu'il a bien fallu un an et demi avant de se rendre compte que c'était un burn-out et pas un combat contre quelque chose, mais juste un combat contre lui-même.